Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue sur Alizé pour votre édition de 19h. Nous sommes le vendredi 12 février. Voici les titres qui seront développés dans notre journal. La mairie du Gosier explique sa révision de la taxe de séjour. Trop d'établissements y échappaient jusqu'ici. Le syndicat UNSA du SIAG livre son inquiétude sur la mise en œuvre d'un syndicat unique de l'eau. Le petit train du pays de la Canne va redémarrer, de nouveaux rails ont été installés. Le journal, Aurélie Ronze. Mais avant de développer tous ces titres, on va parler de délinquance. C'est plutôt inquiet que le préfet de région à Jacques Billon a livré aujourd'hui les chiffres de la délinquance pour l'année 2015 en Guadeloupe. Un bilan plutôt préoccupant. L'année dernière, la Guadeloupe et les îles du Nord ont connu 45 homicides et 59 tentatives d'homicide. 475 armes ont été saisies en 2015. Le préfet veut d'ailleurs faire de la lutte contre les armes une priorité. Toutes les armes saisies seront systématiquement envoyées dans des laboratoires nationaux pour retrouver leurs origines. Les indicateurs sont également à la hausse. Comme vous le voyez, les vols à main armée ont augmenté de 31,3%, plus 12,9% pour les vols de véhicules, plus 6,07% pour les atteintes à l'intégrité physique, plus 2,25% pour les atteintes aux biens. Notez qu'en 2016, le préfet signera des contrats locaux de sécurité avec toutes les communes. Retour sur cette grogne au Gosier sur les loueurs de gîtes. Ils viennent de lancer une pétition pour obtenir de la municipalité le retour d'une taxation au réel plutôt qu'une taxe de séjour au forfait. La mairie se dit prête à discuter. Les explications de Muriel Barlagne. La décision a été prise en mars 2015 lors d'un conseil municipal. Augmenter la taxe de séjour à Gosier, mais aussi l'appliquer à l'ensemble des hébergeurs et notamment aux gîteurs qui jusque-là étaient exonérés. À partir de juin 2015, ceux-ci ont dû verser une taxe forfaitaire et non plus une taxe au réel, comme cela avait été le cas dans un premier temps. C'est ce qui a attisé leur colère. Grosso modo, personnellement, j'ai fait mon calcul sur les derniers mois de l'année où cette nouvelle taxe est applicable. Ça multiplie par 12 ce que j'aurais payé précédemment. Voilà, j'ai rien d'autre à dire. Ce sont les deux paramètres, le forfait et l'augmentation, qui se cumulent et qui font 12 fois plus cher que ce qu'on payait juste avant. C'est le vacancier qui paye la taxe de séjour et l'hébergeur qui la collecte doit la reverser à la commune. Pour la municipalité du Gosier, les nouvelles modalités de taxation seraient favorables à ces professionnels du tourisme. En matière de taxe de séjour, il existe deux régimes. Le régime du réel, où effectivement l'hébergeur qui reçoit 1 000 € reverse à la collectivité 1 000 €. L'autre régime, c'est le régime du forfait. L'hébergeur reçoit 1 000 €, il bénéficie d'un abattement de la collectivité de 40% et il reverse 600 € à la collectivité. Mais d'une manière ou d'une autre, le client, quand il arrive au niveau de l'hébergement, il paye, pour les propriétaires de gîtes, 75 centimes par nuitée. Donc en fait, c'est complètement le reversement qui est opéré par l'hébergeur à la collectivité est complètement transparent pour le client. À Gosier, 85 gîtes ont été recensés par les services municipaux, mais ils seraient beaucoup plus nombreux sur le territoire. Parmi eux, seulement 10 procéderaient régulièrement à leur déclaration. C'est dans un souci de transparence et d'équité que les tarifs ont été modifiés et appliqués à tous. Il s'agit aussi de rééquilibrer le budget de tourisme de la ville. La ville du Gosier paye plus de 2 millions sur l'ensemble, donc, qui tourne autour du tourisme, alors que sur l'ensemble des taxes de séjour, nous ne collectons que 600 000 €. La municipalité du Gosier est ouverte au dialogue. Elle demande aux gîteurs de prouver que ces nouvelles mesures leur portent réellement préjudice afin de réviser éventuellement sa copie. Au chapitre social, la situation des salariés de la Générale des Eaux transférés au SIAG a été évoquée ce matin. Le syndicat UNSA-SIAG a déjà pris plusieurs initiatives pour tenter de faire évoluer la situation. On fait le point tout de suite avec Karine Gielman. Les 120 employés de la Générale des Eaux transférés vers le SIAG en attente de leur sort depuis 15 mois. Pendant ces 15 mois, donc, on est pratiquement sous les effets de l'accord antérieur, mais malheureusement, ces 15 mois arrivent bientôt à échéance et après, on ne sait pas effectivement à quelle sauce on sera mangé.
L'URUNSA s'est réunie ce vendredi pour obtenir des réponses, notamment concernant leurs acquis. Alors, en fait, il y a des salariés qui ont été transférés en juillet, et dès le mois de juillet, ils ont perdu des acquis. Ils avaient un prime de remboursement de véhicules. Quand il faut savoir, il y a des salariés qui faisaient la relève, qui travaillent avec le véhicule personnel. Et bien, effectivement, ils ont travaillé au mois de juillet, et on ne les a pas payé, effectivement, la prime de remboursement de véhicules. Depuis juillet, donc. Depuis juillet. D'accord. Il y a d'autres acquis? Oui, il y a ce qu'on appelle une prime de caisse. Il y a des salariés aussi qui ne sont pas affectés à la caisse, mais lorsqu'il y avait une absence, eh bien, on l'a effectivement balancé effectivement à faire la caisse. Mais ces salariés avaient une prime de caisse, et bien cette prime de caisse aussi a été enlevée à ces salariés. Le transfert, il faut effectivement fixer le salaire annuel brut, et effectivement, pendant les 15 mois, les salariés doivent effectivement bénéficier de ce salaire annuel brut. Alors, il faut savoir qu'il y a des salariés qui ont été transférés. Dans leur lettre de transfert, on n'a pas mentionné le salaire annuel brut. Or, il faut avoir ce salaire annuel brut pour savoir effectivement est-ce que les salariés ont perdu ou effectivement ou pas. Selon l'UNSA, suite au principe de création d'un syndicat mixte Hauts-de-Guadeloupe, acté en décembre 2015, les conditions de reprise de tous les salariés des entreprises et régies des eaux n'ont pas été évoquées. Santé, les Guadeloupéens étaient invités à donner leur sang aujourd'hui au centre culturel Rémy Ninsouta à Pointe-à-Pitre. Après les jours gras, les stocks de sang sont au plus bas dans notre département. Julien de Kuiper et Quentin van der Stichelen ont suivi ce matin cette grande collecte. Pour ceux qui sont un peu effrayés, est-ce que ça fait mal? Est-ce que c'est douloureux? Je leur dis que ça fait absolument pas mal, pas plus qu'une piqûre de moustique. Donner son sang, oui, mais pas n'importe comment. Explication du processus avec le docteur Ozurma. Avant tout, je dois d'abord vérifier l'identité et après je pose des questions pour voir si le patient, le donneur peut donner. Là, on est en train de prélever, ça dépend du poids et de la taille. Les collectes réalisées sont malheureusement insuffisantes et il n'est donc pas surprenant d'importer du sang de métropole. Pour la Guadeloupe, il nous faudrait une 50aine de poches par jour. Là, on les a pas, donc on importe du sang de métropole régulièrement. 1h30, on n'a que 4 poches que vous voyez. Après l'effort, le réconfort. Le donneur reçoit alors une petite collation afin de se ressourcer. En fait, c'est un acte citoyen. Quand on vient donner son sang, on peut sauver des vies. Moi, j'en parle très souvent aux gens que je connais. Quand je vais donner, je dis que je suis allée donner du sang pour inciter les gens à y aller. Demain, tout le monde peut avoir besoin de sang. Si la plupart des gens peuvent parfois sembler réticents à l'idée de donner leur sang, rassurez-vous, la douleur est minime. Pour ceux qui n'aiment pas les piqûres, on va dire que non, c'est pas vraiment douloureux en fait. C'est comme une petite piqûre, comment dire, c'est pas douloureux, c'est juste une petite douleur et puis voilà. Ça fait pas trop mal? Non, ça fait pas trop mal. Il faut surtout pas, je trouve que la douleur est plus forte quand on regarde. Alors, si vous voulez faire une bonne action, rendez-vous ce samedi 13 février au Centre culturel de Sainte-Anne où une nouvelle collecte de sang sera réalisée. Et à partir de lundi, comme l'avait annoncé la ministre de la Santé Marisol Touraine, les dons du sang effectués dans les zones infestées par le virus Zika seront systématiquement testés. Le Zika, il en sera justement question dans notre tour d'horizon de l'actualité dans notre grande région de la Caraïbe, avec notamment l'Université des West Indies qui vient de lancer un groupe de travail sur le Zika. Nous irons également à Sainte-Lucie et en Jamaïque. Voici la Minute Caraïbe. Barbade, l'UWI s'attaque au Zika. En réponse à la menace croissante que le virus Zika pose dans les Caraïbes, l'Université des West Indies a lancé un groupe de travail régional, le UWI Zika, pour mettre à profit ses moyens de recherche en santé publique et pour coordonner ses efforts avec les gouvernements régionaux et les ministères de la Santé pour lutter contre le virus. C'est le professeur Clive Landis, directeur adjoint du campus, qui présidera le groupe de travail régional, lequel comprend d'éminents chercheurs, des scientifiques et des experts en santé publique. Clive Landis a déclaré que le groupe de travail contribuera à éclairer une stratégie de prévention agressive et scientifiquement fondée pour éliminer les sites de reproduction des moustiques Aedes aegypti.
Le groupe de travail sera en étroite collaboration avec l'Agence des Caraïbes de la Santé publique. Un observatoire régional a été créé pour diffuser les informations aux scientifiques et un plan de communication a été présenté pour le grand public. Un important symposium se tiendra dans 3 à 4 semaines avec l'ensemble des organismes de santé et les acteurs du tourisme de la Caraïbe. Sainte-Lucie, la sécheresse s'installe. L'organe de gestion de réserve d'eau de Sainte-Lucie informe que l'année 2015 a été la plus sèche sur ces 40 dernières années. Dès à présent, les agriculteurs et la population sont invités à planifier des méthodes de conservation de l'eau en vue de la saison de carême qui commence et qui, selon les scientifiques, sera plus longue que d'habitude. L'organe de gestion des réserves d'eau de Sainte-Lucie invite les agriculteurs à planter des cultures plus résistantes à la sécheresse. Le gouvernement met en place un système de drainage de l'eau plus performant. L'Organisation météorologique mondiale a récemment déclaré 2015 l'année la plus chaude enregistrée depuis 1880. Jamaïque, Serena bienfaitrice. L'étoile du tennis Serena Williams a décidé de retrousser ses manches et de fouler la terre jamaïcaine pour aider à construire une école sur l'île. La chaîne sportive américaine ESPN rapporte que le projet est financé par la fondation créée par la joueuse de 34 ans en partenariat avec Helping Hands Jamaica pour aider à construire une école primaire à Salt Marsh. En plus de son aide financière, Serena Williams a contribué physiquement à la construction, comme le montre son compte Instagram, où elle a partagé une courte vidéo se montrant vêtue d'un t-shirt « Je construis une école avec Serena ». Serena Williams, considérée comme la plus grande joueuse de tennis de tous les temps, a profité de son œuvre de charité pour prendre des vacances dans l'une des plus luxueuses villas de l'île. La maison se loue 20 000 $ la semaine et compte pas moins de 7 chambres, 8 salles de bain, un bar en plein air et un héliport. La location comprend un majordome, un cuisinier et un assistant cuisinier, une femme de ménage, une blanchisseuse, une pisciniste et un agent de plage. Digne d'une reine du sport, la villa compte une piscine olympique, une salle de gym, une salle de massage et tous les équipements nautiques nécessaires pour une escapade en mer et bien sûr un cours de tennis en terre battue où la joueuse s'entraîne tous les jours, vacances ou pas. Retour en Guadeloupe, justement, puisqu'on parle de terre battue, elle sera posée la semaine prochaine sur les cours de tennis au Vélodrome pour le premier tour de la Coupe Davis. Le premier tour qui aura lieu dans très exactement 3 semaines. Le compte à rebours est lancé. Le Vélodrome de Gourdeliane à Bémao continue donc sa transformation. Les 3 tribunes provisoires ont été installées autour du cours central, comme vous pouvez le voir sur ces images. En tout, 1800 places qui s'ajoutent aux 3200 places déjà existantes. Sport toujours en football, début ce soir de la 15e journée de DH. L'Amical Club de Marie-Galante affronte le club amical de Marquisa. Coup de sifflet à 20h30. Après plusieurs années à l'arrêt, le petit train du site touristique de Beauport, le Pays de la Canne à Port-Louis, reprendra du service début mars. 12 ouvriers sont à pied d'œuvre depuis janvier pour remplacer les traverses. La moitié d'entre eux a d'ailleurs été formée par la SNCF, un travail minutieux suivi par Éric Pommier. Ici à Beauport est entreposée une partie des 1500 traverses venues de la métropole et arrivées en Guadeloupe en décembre 2015. Elles ont permis que le vaste chantier démarre dès le début de l'année, dès le 4 janvier. Les traverses, c'est ce qui permet de maintenir les rails, l'écartement des rails, et c'est un élément extrêmement important. Le problème du climat et des conditions de végétation fait que ces traverses s'abîment rapidement et on a dû arrêter malheureusement la circulation du train pendant un certain temps, le temps de changer toutes ces traverses. Le réseau ferroviaire s'étale sur une longueur de 3,5 km, réseau sur lequel une deuxième génération de traverses va être posée en remplacement de la première génération. Le travail est délicat, ce sont surtout les zones dites sensibles qui sont au cœur des travaux. Tout doit être aux normes de la réglementation ferroviaire en vigueur. Christophe Quentin suit le chantier dans ses moindres détails, comme surveiller ces fameuses éclisses. L'éclisse est une pièce importante sur une voie. Elle permet là donc de faire le lien entre les deux rails. Vous voyez, il y a une séparation entre les deux rails. Et cette éclisse permet de maintenir cette stabilité entre ces deux rails. C'est malheureusement cette pièce qui a fait défaut il y a ça quelques années sur Bretigny lorsqu'elle a fait l'accident. Une équipe technique de 12 hommes est à pied d'œuvre. Objectif, optimiser le chantier.
Il faut creuser pour l'emplacement de la traverse, l'installer puis la visser. L'équipe est performante, avoue Christophe Quentin, paramètres nécessaires pour un chantier de tel calibre qui nécessite une précision de tous les instants. C'est un travail de précision, c'est un travail qui oblige une formation particulière. Nos agents ont été formés par la SNCF, ils ont eu cette formation-là. Ils ne sont certes pas agents SNCF, mais moi je les considère personnellement comme cheminots parce qu'ils ont cette sensibilité-là et cette responsabilité-là, cette formation qui fait que de véritables travailleurs de voie. Oui, ça avance, ouais, parce qu'on a pas mal de traverses à changer, près de 1500. On se rend compte qu'elle était vraiment pourrie, il était temps de les changer. Oui, bien sûr. On a eu le renfort de 6 autres agents qui sont avec nous là pour 2 mois et on essaie de faire le travail pour que ça aille pour le mieux. Le rythme est soutenu, 40 traverses sont posées par jour. Il y a en effet un impératif, remettre sur les rails le petit train début mars. Les visiteurs pourront ainsi, à 15 km/h, retrouver l'ambiance d'une balade unique en plein cœur des 4,5 hectares du pays de la Canne. Culture, on a appris la nomination de Gérard Poumarou à la tête de l'archipel de Basse-Terre. Cela faisait 10 ans qu'il dirigeait le centre culturel Sonis aux Abîmes. Gérard Poumarou qui succède à José Plia qui avait démissionné fin septembre. Ils étaient nombreux et nombreuses cet après-midi au Gosier à applaudir les artistes qui se sont succédés sur la scène du Royal Riviera. Un spectacle à l'initiative de l'association CAMA, une association qui s'occupe des handicapés moteurs adultes. La bonne humeur et le rire étaient au rendez-vous, comme l'a constaté Karine Gielman. J'essaie de m'en empêcher, mais je ne peux lui résister. Quand je commence à faire piéger, son cœur rien à voler. J'essaie de m'en empêcher, mais je ne peux lui résister. Le handicap n'est pas une fin en soi, c'est donc un public dynamique et heureux qui a accueilli le spectacle Rire and Partage. Vous êtes content d'être là aujourd'hui? Oui. Pourquoi? Parce qu'il y a des bonnes musiques de tout là. Ça leur permet de sortir un peu, de s'intéresser à quelque chose d'autre qu'à leur fauteuil roulant. Et d'être dans le monde. Juste, c'est ça, c'est ça. Donc des événements comme ça auraient dû être plus fréquents. Une chanson d'amour. Une chanson d'amour, bravo, bravo. C'est chanson d'amour qui est pas au manger. Chanson d'amour qui est pas au manger. L'amour, il va même. Nous, quand même. L'association CAMA, organisatrice de cet événement, gère déjà plusieurs établissements médico-sociaux ainsi que des entreprises accessibles aux personnes en situation de handicap. On a permis, ce qui n'est pas toujours le cas, dans un lieu accessible, que l'ensemble des personnes, des établissements, des amis, des personnes qui sont à leur domicile puissent venir dans un lieu pour pouvoir assister à un spectacle et participer à une soirée dansante également, dans un cadre qui leur est réservé, tout en étant ouvert au public extérieur. Plusieurs chanteurs sont présents, dont Jimmy Desvarieux, mais également Dali, le parrain de cet événement. J'adhère totalement parce que ça permet à certaines personnes qui n'ont pas forcément la possibilité de se déplacer autant que nous, à avoir une manifestation pour eux et aussi qu'ils puissent participer aussi. Donc en fait, j'aimerais qu'il y en ait plus et que nous, en tant que personnes qui ont la possibilité de se déplacer, puissent aussi se mélanger à tout ce beau monde pour pouvoir faire une seule belle grande fête. Donc moi, oui. Aujourd'hui, on est là un peu pour donner un peu de soi et recevoir aussi, je pense, beaucoup. Moi, c'est la première fois que je vais participer à un tel événement, à vrai dire. Donc, je m'attends j'essaierai de donner le maximum pour justement recevoir, parce que je pense que dans ce genre d'événement, il faut d'abord donner de soi-même. Reprenons les gestes. Reprenons les gestes. Un bel événement pour rappeler la nécessité de rendre accessibles les lieux publics à tous. Encore une fois. Tout le monde saute.
Nous sommes le 12 février et dans 2 jours, c'est la Saint-Valentin, la fête de tous les amoureux. Chaque année, c'est la même chose. Les couples essaient de redoubler d'originalité pour faire plaisir à leur moitié. Il faut savoir que les cadeaux coquins ont de plus en plus la cote. Avant de découvrir le reportage de Julien de Kuyper et Quentin van der Stichelen, il vaut mieux éloigner les enfants de moins de 16 ans de votre écran. Vous pouvez me dire s'il y a une augmentation des ventes suite à la Saint-Valentin? Mais bien sûr, au fait, c'est vrai que les gens recherchent toujours des cadeaux originaux. Donc, ils pensent toujours au set shop pour venir offrir quelque chose d'original, soit au niveau des sextoys, de la lingerie, des jeux. Petit cœur, slip éléphanto, menottes coquines, vilain petit canard. Il y en a pour toutes les tailles et pour tous les goûts. En effet, les couples redoublent d'ingéniosité et de créativité avec l'arrivée de la Saint-Valentin. Livia nous explique les dernières tendances qui ont le vent en poupe ces derniers jours. Commande à distance qui passe très bien. Donc, ça se présente comme ça, en fait. On a plusieurs modèles. Donc, vous avez le petit œuf que madame met à l'intérieur du vagin et monsieur, il a la télécommande. Donc, que ce soit au resto ou au ciné ou même voire en boîte de nuit, monsieur s'amuse à taquiner madame. Et vous avez déjà essayé ce genre de produit? Ah oui, bien sûr. Et ça fonctionne bien alors? Ça fonctionne très bien. Et au fait, ça met une certaine ambiance et une complicité entre les deux. Donc, c'est super agréable. Donc, je vais vous faire tester un petit peu. Je vais vous en mettre un peu ici. Vous massez. Ok. Quand vous allez sentir une légère petite chaleur, soufflez dessus. Okay. Le moment est donc venu de se dire merci et de se faire plaisir. Certains couples en profitent d'ailleurs pour raviver la flamme. La Saint-Valentin, c'est un moment de consécration parce que les années évoluent, le couple évolue et puis c'est une façon de dire merci à l'autre pour tous les moments de friction, pour tous les moments de complications et puis toutes les réconciliations qu'il y a eu. C'est une façon de dire on tamponne pour l'année suivante. Mais pour moi, la Saint-Valentin, c'est effectivement le petit moment où j'ai envie de lui faire toutes les bonnes petites choses qu'il aime bien, n'est-ce pas chérie? N'est-ce pas? Donc voilà. Ça promet. Donc ce sera particulier cette année, on va dire. On veut sortir un peu du train-train quotidien. On souhaite simplement exprimer le fait qu'il y ait de la constance et que ce soit jouissif. Maintenant, ce sera peut-être un moment d'explosion pour la journée, la soirée et pourquoi pas pour l'année, tant qu'à faire. La Saint-Valentin reste une occasion pour monsieur de lui tenir la main. Vivement la Saint-Marguerite. Et voilà de quoi pimenter votre dimanche de la Saint-Valentin. Allez, on va jeter rapidement un coup d'œil sur la couleur du ciel pour demain matin en Guadeloupe. Le soleil sera au rendez-vous. Les températures seront comprises entre 24 et 26 degrés dans la matinée. C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans quelques instants, votre rendez-vous sportif quotidien Minute Sport, suivi du journal de TF1 et des pronostics hippiques de Prévert Mayengo. Votre soirée sur Alizé, vous allez retrouver votre émission hebdomadaire Télescopie. Jean-Luc Icard reçoit ce soir Jean-Marie Nomertin, secrétaire général CGTG. Jean-Luc Icard que vous retrouverez également demain dès 12h30 pour toute l'actualité locale et régionale. Je vous souhaite une très bonne soirée, un très bon week-end et puis bien sûr dimanche une très bonne Saint-Valentin.